Bouge, vieille dame, tu bloques l'accès. Certaines personnes ont un vrai travail. La voix, tranchante et imprégnée d'une impatience arrogante, fendit l'air lourd de chagrin. Madeleine Dumont, 76 ans, son uniforme militaire pendu lâchement à son corps amaigri, tressaillit. Elle se tenait près du corbillard, une main posée doucement sur le cercueil contenant son fils unique, le lieutenant Julien Dumont, essayant de rassembler la force de faire un pas de plus. Juste un instant de plus avec lui. Juste une respiration avant qu'il ne l'ensevelisse à jamais. Le choc ne fut pas un cri ni un avertissement, mais une secousse d'agonie électrique. Ses genoux cédèrent. Le gravier du cimetière national de Montclair rapa ses paumes tandis qu'elle tombait, et le monde vacilla, se rétrécit, s'obscurcit. La dernière chose qu'elle entendit fut le crépitement cruel du taser et le grognement de l'agent qui avait appuyé sur la détente. C'est ainsi qu'elle ferait ses adieux à son fils. Madeleine Dumont n'avait jamais demandé de reconnaissance. Elle avait servi discrètement, loyalement, s'engageant dans l'armée à 19 ans, à une époque où peu de femmes le faisaient. Infirmière de combat en zone de guerre, elle avait recousu des jeunes hommes qui saignaient de blessures indescriptibles, sorti des camarades de véhicules en flammes et rapporté tous ces traumatismes en silence. Les médailles, elle les avait, mais elle vivait dans une boîte à chaussures derrière de vieilles bottes. Elle n'avait jamais étalé son passé. Sa force avait toujours été discrète, résolue. Julien avait suivi son exemple, portant l'uniforme avec fierté. Il était mort en mission à l'étranger, dans une opération qui avait mal tourné. Pas de scandale, pas de controverse, juste un garçon faisant ce en quoi il croyait, dans un lieu qui ne méritait pas son courage. Madeleine n'avait pas beaucoup pleuré. Ni quand ils étaient venus frapper à sa porte, ni lors de la remise de médailles, ni même en repliant son uniforme. Mais debout à côté du corbillard, touchant le bois qui contenait ce qu'il restait de son fils, quelque chose en elle s'était brisé. Elle n'avait même pas vu arriver la voiture de police. L'agent Étienne Collard, jeune, au visage fermé et à l'air pressé, était en route pour surveiller la circulation dans la zone industrielle voisine. Le convoi funéraire avait momentanément bloqué la route du cimetière. Collard n'était pas d'humeur à patienter. « Madame, dit-il sèchement, je vous ai dit de bouger. Vous bloquez un accès public. » Madeleine se retourna lentement. Ses cheveux argentés rentraient sous sa casquette, son visage pâle, figé dans le deuil. Ses lèvres bougèrent. Elle voulait dire quelque chose à propos de son fils. Peut-être une excuse. Peut-être une simple demande de respect. Mais aucun son ne sortit. « Je me fiche de qui est dans ce cercueil, » ajouta Collard, plus fort. « Vous ne pouvez pas bloquer la route. Faites dégager ce véhicule immédiatement. » Le maître de cérémonie, M. Lambert, se précipita, sa cravate noire flottant au vent. « Agent, s'il vous plaît. Nous allons commencer. Encore quelques minutes. »« 60 secondes, » répliqua Collard en coupant la parole. « Ensuite, j'écris des contraventions. Et vous ?» lança-t-il à Madeleine en pointant un doigt accusateur. « Écartez-vous. » Madeleine sentit ses jambes se figer. Elle n'avait même pas réalisé qu'elle se trouvait sur la route. Elle fit un pas sur le côté, l'esprit vide, mais son regard revint aussitôt au cercueil. Julien, juste encore un instant. La voix de Collard se fit plus dure. « Vous refusez d'obéir » Monsieur Lambert tenta à nouveau d'intervenir. Elle est en deuil. Son fils, il était militaire. « Pas mon problème, » rétorqua Collard en avançant. « J'ai donné un ordre. Bougez. » Il attrapa son bras. L'instinct prit le dessus. Madeleine, formée autrefois à réagir vite, se dégagea, non pas dans un geste d'agression, mais sous le choc. « Ne me touchez pas, » murmura-t-elle. Pour Collard, c'était de la défiance, de l'insubordination, du manque de respect. Le taser jaillit en un éclair. « Dernier avertissement, » aboya-t-il. Madeleine restait figée, immobile. Le taser crépita. Son corps se contracta et s'effondra. Les exclamations horrifiées des proches résonnèrent entre les cyprès, mais les oiseaux continuèrent de chanter. Ses lunettes glissèrent sur le gravier. Sa vision vacilla. Elle goûta le sang. Ses doigts s'agitaient contre la terre, mais la douleur dans son cœur surpassait celle dans ses membres. M. Lambert se pencha à ses côtés, criant quelque chose. Sa voix se brisa sous la rage et la stupeur. Collard restait debout, le taser encore levé. « Elle a résisté », marmonna-t-il. « Procédure. » Les proches restaient figés dans un silence horrifié. Un homme âgé serrait une photo pliée de Julien,
des larmes roulant sur ses joues. Un jeune soldat, camarade de Julien pendant l'entraînement, serrait les poings. Puis un grondement se fit entendre. Ce n'était pas une sirène, ni des pneus sur le gravier. C'était plus profond, plus lourd, presque comme le tonnerre. Tous se retournèrent. Du bout de la route du cimetière arrivait un convoi. Des Humvees militaires, vert mat, leurs moteurs rugissants. En tête, une voiture noire arborant des drapeaux militaires. Le visage de Collard se déforma, d'abord en incompréhension, puis en inquiétude. Le convoi s'immobilisa avec une précision millimétrée. De la voiture descendit la générale Élise Prévost, grande droite, ses cheveux argentés impeccablement coiffés sous sa casquette. Ses médailles scintillaient sous le soleil, et ses yeux scrutant la foule se posèrent instantanément sur la silhouette effondrée en uniforme. Elle s'immobilisa. La reconnaissance s'afficha dans ses traits. Et la colère. Madeleine. Le prénom jaillit de ses lèvres comme un souvenir remontant du fond d'un champ de bataille. Elle traversa la route à grandes enjambées, deux aides à ses côtés. Monsieur Lambert se recula, surpris. Prévost se mit à genoux. Madeleine Dumont? Que s'est-il passé? Mon Dieu. Madeleine tenta de se redresser. Prévost l'aida avec délicatesse. Son regard tomba sur le tissu brûlé, les marques de taser, les ecchymoses déjà visibles. Elle se releva. Son visage devint de pierre. « Qui a fait ça ?»« Moi, » balbutia Collard. Elle bloquait une voie publique. Elle a résisté. J'ai suivi la procédure. Prévost fit un pas lent vers lui. Les rubans sur sa poitrine semblaient briller plus fort. Sa présence devenait écrasante. « Résister ?» répéta-t-elle. « Oui, général, elle s'est dégagée quand je l'ai touchée. Elle a refusé de bouger. » La mâchoire de Prévost se contracta. « Cette femme, dit-elle d'une voix basse et tranchante, a fait 2 missions à Ramadi. Elle a porté 12 hommes en lieu sûr sous les tirs ennemis. Elle a maintenu à main nue les intestins d'un soldat de 16 ans jusqu'à l'arrivée d'un hélicoptère. Elle a enterré son mari. Et aujourd'hui, elle enterre son fils. » Elle fit un pas de plus. Collard ouvrit la bouche, prête à se justifier. « Elle n'a pas résisté, » cracha Prévost. « Elle était en deuil, et vous l'avez tasée comme une délinquante. » Derrière elle, les soldats du convoi s'étaient alignés en rang, silencieux. Leur regard transperçait Collard. L'un des jeunes militaires murmura « C'est la Dumont dont parle la légende ?» Un autre acquiesça. Celle qui a recousu le sergent Fournier dans le Black Hawk. Ils la connaissaient. Tous. La légende des cours de formation, l'infirmière qui n'abandonnait jamais un homme. Prévost se tourna vers le commissaire Martin, arrivé à bout de souffle. « Vous êtes en retard, dit-elle sèchement. » Martin, déjà en train d'évaluer la scène, était livide. « Elle a été agressée, déclara Prévost, par votre agent, le jour où elle enterre son fils. » Martin se tourna lentement vers Collard. « C'est vrai ?» Collard chercha ses mots. « Je ne savais pas qui elle était. »« C'est une mère, » coupa Martin. Cela aurait dû suffire. En quelques minutes, l'arme et le badge de Collard furent confisqués. Martin le plaça en congé administratif immédiat. Prévost s'agenouilla de nouveau auprès de Madeleine. « J'aurais dû venir plus tôt, » murmura-t-elle. « Je suis venue parce que je te devais cela. J'aurais dû venir pour lui aussi. » Les larmes coulèrent enfin sur le visage de Madeleine. « Je voulais juste un instant de plus, » murmura-t-elle. Prévost acquiesça, la voix tremblante. « Alors, nous allons t'offrir cela, et bien plus. » Le convoi se repositionna. Les soldats formèrent une haie d'honneur. Le drapeau plié fut préparé. La générale Prévost marcha aux côtés de Madeleine, qui, lentement, péniblement, se releva aidée par Lambert et 2 jeunes serges. À son passage, chaque soldat se mit au garde-à-vous, et tous la saluèrent, non pas Prévost, mais Madeleine. Les funérailles reprirent, mais baignées d'honneur. Le cercueil fut descendu avec une précision militaire. Le drapeau plié fut remis à Prévost, qui s'agenouilla une dernière fois devant Madeleine. « De la part d'une nation reconnaissante, dit-elle, et d'une soldate qui vous doit la vie. » Madeleine l'accepta de ses mains tremblantes. Et là, sous le soleil déclinant, alors que le cimetière de Montclair se dorait dans l'après-midi, quelque chose changea. Ce moment commencé dans la honte devint un hommage. La foule, un temps figée par la cruauté, se leva désormais dans le respect. L'agent Collard fut révoqué dans la semaine. Le maire présenta des excuses publiques depuis les marches de l'hôtel de ville, sa voix grave, un drapeau flottant derrière lui, devant une foule de vétérans, d'élus et de journalistes. Il qualifia l'incident de honteux échec d'empathie et de leadership,
et promit une réforme, non comme punition politique, mais comme engagement sincère. Le conseil municipal adopta en urgence une législation imposant à chaque agent une formation approfondie en réponse au deuil, reconnaissance des traumatismes et sensibilité aux vétérans. Une nouvelle cellule fut créée au sein de la police, le programme de liaison pour vétérans et survivants, afin que ce qui était arrivé à Madeleine Dumont ne se reproduise jamais. Ils l'appelèrent l'initiative Dumont. Madeleine ne demanda jamais que son nom y soit associé. Quand le maire l'appela pour demander la permission, elle resta longtemps silencieuse avant de répondre. Si cela aide la prochaine maire à être vue autrement qu'un simple obstacle, alors faites ce qu'il faut. Elle rentra dans une maison silencieuse. Mais ce silence, autrefois oppressant, abritait désormais la mémoire. Elle n'était plus seule. Les jeunes soldats vinrent chaque semaine, d'abord en petits groupes, respectueux, discrets. Ils tondirent la pelouse, réparèrent une charnière, apportèrent des courses et laissèrent des mots, parfois simples comme « à la plus forte des infirmières ». L'un d'eux, le soldat Lemoine, revenait plus souvent. Il avait servi avec Julien. À sa 3e visite, il apporta le journal de campagne de Julien, envoyé par un officier n'ayant pu assister aux funérailles. « Je pense que vous devriez avoir ça, dit-il, posant le carnet de cuir dans ses mains comme un objet sacré. Madeleine le lut lentement. Il contenait des croquis du poste avancé, des dessins absurdes, des blagues, des réflexions sur le chaos et des mots sur elle, sur la mère qui lui avait appris ce que signifiait servir. « J'espère ne jamais la décevoir, écrivait-il. C'est la personne la plus forte que je connaisse, pas à cause de ce qu'elle a fait, mais de ce qu'elle n'a jamais cessé de faire. » Cela la brisa, mais pas comme le taser. Cette fois, c'était une brisure qui guérissait. La générale Prévost appelait chaque semaine, pas par obligation. Elle parlait d'autre chose, livres, recettes, douleurs de l'âge. « Tu sais ce qui me manque le plus ?» demanda un jour Madeleine. Le bruit de Julien descendant les escaliers 2 par 2. Il était toujours pressé, toujours plein de vie. « Je m'en souviens, » répondit Prévost. Il souriait toujours, même sous les balles. Leur lien se renforça. Elles avaient porté les mêmes deuils, survécu aux mêmes guerres. Madeleine se mit à écrire. D'abord quelques notes, un mot de remerciement à la jeune femme qui lui avait tenu la main, une carte à la mère de Lemoine, puis des lettres à d'autres mères endeuillées. Elle rejoignit un groupe en ligne sous pseudonyme. Mais ces mots, bruts, pleins de compassion, furent vite remarqués. Elle écrivit à des soldats encore en mission, à la main, sur du papier simple. Jamais de retour d'adresse. Juste une signature, Madeleine Dumont. Pas de grade, pas d'histoire de guerre. Juste un rappel qu'on ne les oubliait pas. Certains répondirent, d'autres envoyèrent des objets. Un écusson, un drapeau plié en papier, un bracelet tressé dans une base au désert. Sa maison, autrefois silencieuse, résonnait à nouveau de rire. Elle organisa des dîners du dimanche. Soldats, voisins, même le facteur ancien du Golfe y était invité. On l'appelait Maman Dumont. À la fin de l'année, elle avait reçu plus de 150 lettres en retour. Certaines disaient simplement merci. D'autres confiaient douleur, isolement, espoir retrouvé. Quelques-unes disaient que ces mots les avaient empêchées de sombrer. « Vous m'avez fait me sentir vue », écrivait l'un. Je n'avais plus ressenti ça depuis mon retour. Ces mots, comme son service, étaient des actes de bravoure silencieux. Non des déclarations de force, mais des invitations à redevenir humain. Et à travers tout cela, son fils vivait encore. Pas seulement dans la photo encadrée ou les plaques militaires près de son lit, mais dans chaque vie qu'elle toucha ensuite. Car ce n'était pas l'uniforme qui la rendait forte, c'était son amour.